Bonsoir à tous, bienvenue sur Football. On se retrouve ce soir pour un nouveau live un petit peu inhabituel, puisque c'est un avant-match Nîmes-OL complètement inattendu. On sera ensemble pour environ 1 heure, après on s'excuse un petit peu pour les différents problèmes techniques. Salut Reizo, salut Tangone, salut Raph, salut Olivigno, salut Ferran, salut Sly, salut à tous. Donc on sera ensemble pour environ une petite heure, et puis on va pouvoir parler de plein de choses ce soir, à commencer par l'histoire un peu du club de Nîmes, pour ensuite déboucher sur le live avec Fleck et Melt. Bonsoir messieurs, salut Melt, c'est ta première apparition ce soir en stream depuis que tu as rejoint Football. Donc bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Tekken. Comment ça va? Et ça va magnifiquement bien depuis que les problèmes techniques sont résolus. Et puis ce soir, on accueille surtout Fleck, supporter nîmois, et puis surtout Scout à temps partiel, qui est déjà passé sur Football le 13 décembre. C'était à l'occasion du match PSG-OL. Bonsoir Fleck, comment ça va? Eh ben, bonsoir Tekken, bonsoir Mel, bonsoir à tous. Ça va très très bien, très content de revenir avec vous pour parler encore football. Ben, magnifique. En plus, on a beaucoup de choses à dire ce soir, beaucoup de sujets à aborder, mais j'aimerais commencer un petit peu spécifiquement sur toi en tant que supporter nîmois. Depuis quand est-ce que tu suis justement le club de Nîmes et un peu comment tu en es venu à supporter ce club? Quelle est un petit peu ton histoire personnelle avec le Nîmes Olympique? Alors, il y a pas de secret, il n'y a rien d'original. Je suis né à Nîmes, je suis fils et petit-fils de supporters du Nîmes Olympique. Donc, tout simplement, j'ai été au stade dès mon plus jeune âge avec mon père. Euh, et depuis, ça m'a plus quitté. Voilà, depuis je supporte Nîmes Olympique. En Ligue 2, en National, depuis 3 ans en Ligue 1. Tout simplement, rien d'incroyable, hein, ça s'est transmis de génération en génération, on va dire. D'accord, c'est un amour un amour local, on va dire, le Nîmes Olympique. On va pouvoir commencer du coup en faisant un petit point, un petit rattrapage historique sur le Nîmes Olympique pour justement être un petit peu au fait, voilà, parce que j'imagine que pas tout le monde est au courant de tout ce qui se passe à Nîmes, nous les premiers évidemment, même si on a un petit peu préparé l'émission en amont. Je vais me tourner vers toi, Melt, pour que tu puisses un petit peu nous passer en revue quelles sont les grandes lignes un peu de l'aventure du Nîmes Olympique dans le football français, parce que mine de rien, c'est un club qui est assez ancien. Oui, c'est un club qui est vachement ancien. Alors, quand vous regardez le logo actuel, vous voyez 1937 écrit en dessous du logo. On se dit, bah, le club a été créé en 1937, mais le club est même plus vieux que ça, en fait. Le club a été créé en 1901. À la base, c'était le Sporting Club nîmois. Et ce club de Nîmes, comme on le connaît aujourd'hui avec cette appellation du Nîmes Olympique, il naît vers 1937, le 12 avril, quand ben, on a cette fusion entre plusieurs clubs nîmois, dont le Sporting Club nîmois, et ça devient donc le Nîmes Olympique. Nîmes, c'est un club donc créé en 1901 par Henri Monnier. Henri Monnier, c'était un joueur du Nîmes Olympique. Il a joué au club et il l'a créé. Et donc, c'est un club qui, à partir de 1919 jusqu'à 1989, joue au stade Jean-Bouin, qui était à l'époque le parc des sports de Nîmes. Depuis, vous le voyez à droite, il y a un nouveau stade créé qui s'appelle le stade des Costières. Et c'est d'ailleurs sur cette pelouse que se jouera le match de dimanche soir. C'est un stade qui a été construit en 1989 et qui, depuis 2019, est la propriété du président de Nîmes, dont on parlera juste après. Le palmarès de Nîmes, il est un palmarès assez faible, même si c'est un club, on l'a dit, historique du championnat de France. On a ici à l'image une photo d'une composition d'équipe de l'année 1950. C'est l'année qui suit le plus gros titre, on va dire, de Nîmes, qui était une division 2, un titre de division 2 dans l'année 1949-50. Et donc voilà, c'est un club, Nîmes, qui connaît la Ligue 1 enfin, qui a eu plusieurs années d'expérience en Ligue 1, dont la dernière, voilà, le club qui est remonté il y a 3 ans. Avant de parler de ce Nîmes d'il y a 3 ans, avant de parler de cette équipe, on va dire, qui renaît un petit peu, on va parler d'anciennes stars, d'anciennes gloires. C'est quoi le Nîmes Olympique? Eh bien, Nîmes, c'est un club qui a grandi et qui, on va dire, a une période très faste dans les années 50 et 60. À l'écran, vous avez Hassan Akesbi,
qui est le meilleur buteur du club avec 141 buts. Assam Akesbi, et à côté de lui, vous avez André Kabil. André Kabil, pour la petite anecdote, c'est le joueur le plus capé de l'histoire de Nîmes avec plus de 500 matchs. Donc c'était quelqu'un qui a joué à Nîmes entre les années 66 et 79, voilà, pendant 13 ans au club. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment compté dans l'histoire de Nîmes. Mais Nîmes connaît également d'autres joueurs qui ont une petite renommée, qui ont été assez médiatisés. Fleck, tu peux nous en parler au minimum d'un, voire même des deux. Il y a eu deux joueurs très connus, on va dire, très médiatisés, qui ont joué quelques matchs au niveau olympique. Est-ce que tu vois de qui je parle ou pas? Ouais, alors je pense que tu parles de l'époque Laurent Blanc et Cantona, il me semble. Tout à fait, c'est ça. Laurent Blanc et Avec, Cantona. avec une Ouais. anecdote sur Eric Cantona qui est assez Bah, incroyable. Eric Cantona, pas grand monde le sait, mais il a joué à Nîmes avant de partir en Angleterre. Alors tu vas peut-être me rectifier sur les dates, mais il me semble que c'est en 1992 où il signe à Nîmes, il me semble. Il joue quelques matchs, il y a une petite blessure, puis il revient. Et lors d'un match contre Saint-Étienne, il balance le ballon sur l'arbitre. Il prend 4 matchs de suspension, mais ensuite il insulte la commission de discipline. Il prend 2 mois de plus. Et en décembre de la même année, il rompt son contrat avec le club et il prend sa retraite. Alors c'est une retraite qui n'a pas duré très longtemps, puisque dès janvier, je crois qu'il est parti en Angleterre, il a fait un essai avec Sheffield, et puis il a Et joué à... Pardon? à Leeds aussi. Voilà, il a fait un essai avec Sheffield et après il a signé à Leeds. Mais voilà, Eric Cantona a joué à Nîmes avec le caractère déjà qu'on lui connaissait, hein. Cantona en Angleterre, voilà, c'était Cantona déjà à Nîmes, qui balance un ballon sur un arbitre, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais voilà, à Oui. l'époque pour Nîmes, c'était une grosse recrue, puisque juste avant de signer, il y avait Paris et Marseille qui s'intéressaient aux joueurs. Et c'est Michel Mézy, à l'époque, qui l'a convaincu de signer à Nîmes, qui venait de monter en Division 1. Donc voilà, c'est pas forcément un passage qu'on retiendra. C'est pas un joueur emblématique de Nîmes Olympique, mais c'est un des noms les plus connus. Oui, un Qui nom signe à hyper Manchester connu. juste après, hein. Un nom hyper connu. Et puis voilà, ce qui est assez drôle, et c'est pour ça que l'anecdote vaut le coup, c'est qu'il quitte la France et le football français sur un ballon jeté dans la tête de l'arbitre. C'est assez fort quand même. Voilà, c'est Cantona. C'est Cantona. C'est Cantona, c'est tout à fait Cantona. Bon, on va parler un peu plus du Nîmes actuel, du Nîmes que l'on connaît un peu plus, avec une fameuse affaire. On pourra parler juste après des matchs soi-disant truqués dans l'année aux alentours des années 2015. 2015, c'est d'ailleurs l'année où la personne que vous voyez à gauche de votre écran récupère, on va dire, le poste de manager, entraîneur de cette équipe du LOSC. Il s'agit bien sûr de Bernard Blacard, qui réussit à récupérer cette équipe et qui va lui permettre de remonter jusqu'à la Ligue 1, le retour en Ligue 1 qui s'effectue lors de la saison 2017-2018. Je crois que oui, c'est ça, C'est ça. avec C'est ça. une deuxième place derrière Reims. Et depuis, le club est installé en première division. Un club qui est aujourd'hui dirigé par Pascal Planck pour ce qui est du terrain, mais concernant le président, depuis 2016 et la démission de l'ancien président pour des affaires de matchs truqués, c'est Rani Assaf qui a récupéré le club. Voilà, est-ce que tu saurais nous dire quelques petites choses, quelques petites, un léger rapide retour des faits sur ce qui s'est passé au niveau de ces affaires des matchs truqués en 2015, en résumé? Tu Ah, me dis si j'ai une bêtise. Voilà, il y avait eu, soi-disant, il y aurait eu des magouilles concernant le maintien du Nîmes Olympique en Ligue 2 avec des matchs truqués. Ça avait amené jusqu'à la démission des dirigeants de l'époque du Nîmes Olympique. ouais, enfin, je vais te l'expliquer un peu comme moi je l'ai vécu en tant que supporter de Nîmes. À la base, moi, je me souviens devant la télé, on va jouer un match à Caen. Mhm. Et sur ce match-là, il lui suffit de un point à Nîmes comme à Caen pour se maintenir en fait. D'accord. Et honnêtement, c'est un des pires matchs, je pense, de football que j'ai vu de ma vie où bah, justement j'étais avec mon père devant la télé. On s'est dit, euh, c'est bizarre. C'est bizarre comme match. Il se passe rien, mais il se passe tellement rien que on dirait que c'est fait exprès.
Puis pas plus, quoi. Évidemment, match nul qui arrange tout le monde. Et quelques semaines après, évidemment, il y a tout ça qui explose. Et donc, il y a eu des soupçons, enfin des matchs présumés truqués. J'insiste sur présumés truqués parce que, alors, il y a eu des échanges téléphoniques entre certains dirigeants nîmois de l'époque, Conrad et Kasparian en tête, et entre certains intermédiaires et notamment le président de Caen à l'époque. Il me semble que c'est Fortin. Je ne sais pas si vous avez la confirmation, mais Je je crois que passe c'est lui. checker ça. Je crois que c'est lui où, en gros, il y a des échanges du style combien de points il vous faut? Un point. Bon, bah, nous aussi, on va la jouer tranquille. Et il y avait le match contre Dijon juste avant. On joue Dijon. Et là aussi, il y avait un membre du Nîmes Olympique avec un intermédiaire du club qui lui disait ne t'en fais pas, le match, si vous vous donnez à 3000%, eux en face, ils vont le lâcher. Pour l'anecdote, sur ce match-là, on prend 5-1. Euh, donc, Aïe, euh, waouh. vous voyez ce que je veux dire par présumé truqué, c'est-à-dire que sur ce match-là, ils peuvent difficilement prouver quoi que ce Ouais. soit alors qu'on prend 5-1. C'est surtout le match de Caen qui pose problème. Le petit truc marrant, on va dire, après coup, c'est que apparemment, il y aurait eu des caisses de vin, puisque Nîmes fait du bon vin. Il y aurait eu des caisses de vin, des costières de Nîmes qui ont été déposées à la mi-temps du match Caen-Nîmes dans les vestiaires. Donc c'est vraiment une affaire incroyable. C'est une affaire qui a failli nous coûter très très cher, puisqu'à la base, on était censé être rétrogradé à la fin de la saison. Le club, les supporters, tout le monde s'est battu pour que ce soit pas le cas. Et on a attaqué la saison suivante de Ligue 2 avec moins 8 points au compteur. Donc quand tu Ouais, attaques moins 8 points, c'est complexe. Mais voilà à peu près ce qui s'est passé. Alors, Nîmes s'en est sorti et les dirigeants de l'époque, eux, par contre, ont fait un peu de prison. ouais, c'était Ouais, pour bah, 2015-2016. Évidemment, le petit retrait de points, c'est bien, ça va nous permettre d'enchaîner un petit peu et de revenir peut-être sur un thème beaucoup plus actuel après cette affaire de match truqué, qui est justement la transition de coach qu'il y a eu à Nîmes donc, à l'été 2020 avec le départ justement de Bernard Blacard et l'arrivée dans un premier temps de Jérôme Arpinon. D'ailleurs, tu as une petite anecdote sur Jérôme Arpinon, on en a parlé en off. Qu'est-ce que tu peux nous dire de comment tu as vécu un peu cette transition de Bernard Blacard jusqu'à Jérôme Arpinon à l'été 2020? Le départ de Bernard Blacard, ça a été très compliqué pour la grande majorité de supporters nîmois, parce que c'est quelqu'un qui, sans trop revenir dans le passé, sans trop prendre de temps, qui a été très important pour Nîmes. Quand il arrive justement l'année des moins 8 points, on est dans une galère catastrophique avec Pasqualetti qui est sur le banc à l'époque. Il arrive à sauver le club d'une manière miraculeuse. Lui, avant, il était directeur du centre de formation de Nîmes. Bernard Baccar, moi j'ai eu la chance de l'interviewer à une reprise pour un site américain de football et c'est un formateur, c'est pas un coach à la base, c'est un très grand formateur. C'était un intérim à la base sur le banc du Nîmes Olympique qui s'est prolongé. Il a mené le club en Ligue 1 avec des moyens quand même très réduits. Donc le voir partir, ça a été compliqué, mais on l'attendait parce que déjà la première saison en Ligue 1, on le sentait un peu fatigué. Il n'avait pas forcément eu les garanties espérées sur le mercato. Donc quand il démissionne ben, l'an dernier, voilà, c'était compliqué, mais on se dit bon, pourquoi pas Jérôme Arpinon, c'est son adjoint depuis longtemps, c'est un Nîmois, c'est quelqu'un qui connaît le club, qui en a été le supporter. Il est passé pardon, par plusieurs postes au sein du club, dont préparateur physique, quelqu'un qui a ses diplômes, donc on se dit bon, pourquoi pas. Moi, j'avais déjà quelques a priori à son sujet, et malheureusement, bah, je pense que tout le monde a vu comment ça s'est passé, et là où on en est, je pense que c'est en grande partie de sa faute, même si c'est pas le seul, mais voilà, c'était un moment compliqué, et je pense que c'était une erreur de le nommer coach numéro un à l'époque. c'était en plus parce que pour revenir dessus, il y a eu des problèmes, on va dire, ne serait-ce que des résultats sportifs, mais au-delà des résultats sportifs, sauf enfin, reprends-moi si c'est pas le cas, il y a eu énormément de problèmes, on va dire, en interne sur des problèmes qui allaient au-delà du simple niveau sur le terrain. Ouais, il y a eu après, il y a toujours eu des problèmes. Après, on en parlait la dernière fois, mais
il y a quelques années. Peut-être que Tekken à la date, parce qu'encore une fois, je l'ai mangé, mais il y a eu une affaire dite des gros bras à Nîmes Olympique, En où, 2009. voilà, et ben, il y a plus de 10 ans maintenant, où à l'époque, Jérôme Mapinon, pas seulement lui, mais il est cité dans l'affaire. Il y avait eu certains, donc gros bras, pas besoin de vous expliquer ce que c'est, qui avaient été envoyés en tribune pendant un match de Nîmes Olympique pour intimider les supporters, les ultras de Nîmes, parce qu'à l'époque ça se passait pas bien déjà entre la direction et les supporters. Et donc Jérôme Arpinon avait été cité là-dedans. Alors, je vais éviter de prendre un procès. Il y a eu un non-lieu, donc on ne peut pas l'accuser non plus de tout et n'importe quoi, puisque la justice a dit qu'il y avait un non-lieu. Mais on va dire que bon, voilà, les méthodes de Jérôme Arpinon sont connues à Nîmes, et que outre le sportif, c'est clair qu'en interne, ça s'est pas très bien passé. Sur la fin, moi, je peux vous dire que ça se passait pas du tout correctement avec les joueurs, que les joueurs étaient plutôt contents. Que Pascal Planck soit intronisé coach numéro 1 à sa place. Et sportivement, je pense que ça a été déjà une grande erreur de Rani Assaf de nommer Gérard Arpinon à ce poste-là. Parce que bon, hein, Gérard Arpinon, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais je ne sais pas ce que vous faites, mais vous, à sa place, quand vous êtes entraîneur adjoint du club que vous aimez, avec lequel vous avez passé déjà X années en tant que préparateur physique ou coach adjoint, et puis on vous propose de prendre l'équipe en Ligue 1, qui refuse? C'est ça, peu de personnes. Un Qui destin un refuse. peu à la Bruno Genesio, tout ça. Voilà, qui malheureusement par un monde de refus, il n'a pas refusé. Donc c'est voilà, les torts sont partagés, mais je pense que bah, si on en est là où on est aujourd'hui, Jérôme Arpinon à ce poste-là, c'était une grosse erreur. Pascal Planck, donc était l'adjoint lui-même, d'Arpinon, ancien adjoint d'ailleurs, pour les Lyonnais, qui passe, ancien adjoint de Claude Puel qui a été, son adjoint du côté de Leicester. Donc voilà, c'est juste merci à Tasso qui vient de sub de sub. Oula, ça continue. Ah mais non mais d'accord, c'est qu'il y a double sub, attends, je comprends pas. Bref, en tout cas il y a eu un sub de Tasson, merci. Et du coup je Merci reprends, beaucoup. des gros GG dans le chat. Et du coup C'est ça. voilà, je reprends. Planck, ancien adjoint de Puel du côté de Leicester et qui est devenu l'entraîneur de l'équipe 1 depuis le départ d'Arpinon en janvier. Est-ce que ça va vraiment un peu mieux? Enfin, on parlera de la dynamique de Nîmes un peu plus tard, mais voilà, depuis, en deux mots très rapidement, depuis que Planck est là, ça va un peu mieux, même si le club est toujours relégable. Ça va un peu mieux. Ça se matérialise pas sur le classement parce que, même si on va en parler après, on est dans une situation très compliquée. Mais si on regarde le nombre de points pris par le Nîmes Olympique sous Pascal Planck et qu'on compare avec le nombre de points pris sous Jérôme Arpinon, bah, il n'y a pas photo. Je sais qu'en interne aussi, c'est des méthodes bien différentes et plus humaines. Donc, je pense même qu'il aurait fallu faire appel à, que ce soit Pascal Planck ou quelqu'un d'autre, mais si on parle de Pascal Planck, il aurait fallu faire appel à lui plus tôt. Ouais. On s'est séparé d'Arpinon très tard. Après, d'ailleurs, le timing était marrant parce qu'on se sépare de lui après une défaite contre le PSG au Parc. Donc, c'est pas là où on attend de Nîmes une performance incroyable. Mais bon, Ouais. avant ça, il y a 12 matchs sans victoire, quoi. Donc je pense que voilà, le timing n'était pas bon et ça va mieux depuis qu'il est là. Ça suffira probablement pas à sauver le club, mais ça va mieux. Avant C'est si que ça ne suffira pas. Bon, tout Pardon? est encore, qui sait si ça ne suffira pas, tout est encore possible pour Ouais, Nîmes Olympique évidemment, on, on va y venir justement on va y avec venir, ouais. le match, contre avec l'OL le en match, filigrane oui, juste évidemment. Je Juste t'en prie, ouais. avant de parler vraiment plus en lui-même du match, on va enchaîner sur un dernier sujet pour un peu introduire le club de Nîmes. C'est vrai que l'actualité chaude du club, c'est la crise sanitaire. Tu me corriges encore une fois si je dis des bêtises, mais qui fait énormément de mal au club. Et Rani Assaf, le président, qui a annoncé qu'il y a de très fortes chances, voire que c'est quasiment sûr, que le centre de formation sera prochainement dissous, alors que juste avant, on a un follow de la part de Lucas YC, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, donc qu'en est-il de la situation du centre de formation? C'est que Lyon, c'est un club attaché à la formation, et côté Nîmois, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec ce centre de formation finalement?
Alors, je te corrige juste sur un petit point. Tu as parlé de Vas-y, vas-y. situation sanitaire. Alors, situation sanitaire, oui, mais ce qui a vraiment tué le club, c'est Mediapro, Oui, les droits télé, parce que tout à fait. Nîmes est l'un des clubs de Ligue 1 qui compte le plus sur les droits télé dans son budget. Donc on va dire que ça a été un tout qui fait qu'à l'heure actuelle, Nîmes Olympique cet été va afficher un déficit de moins 16 ou moins 18 millions d'euros, qui va être comblé par Rania Saf qui va mettre entre 6 et 10 millions d'euros de sa poche. Et ensuite, il y aura des comptes à l'équilibre avec les ventes, parce qu'on sait qu'on va faire plusieurs ventes. Mais donc tu as raison, les temps sont difficiles, pas que pour Nîmes, hein, mais pour Nîmes Oui, particulièrement en ce moment. Et donc, Rania Saf a décidé de se séparer du centre de formation qui d'après lui, est une dépense inutile. Donc, d'accord. pour vous expliquer rapidement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a la partie association du club qui gère tout ce qui est amateur, qui, avec son président Yannick Liron, veut pouvoir reprendre le centre de formation D'accord, avec ok. l'aide des collectivités et en se basant sur une campagne de financement des supporters. Donc on Ok. part sur un peu le modèle espagnol, mais pour le centre de formation, voilà, où on va demander aux supporters de mettre 30 euros chacun environ pour assurer le centre de formation sur l'an qui vient et sur les 3-4 ans à venir. Donc au final, D'accord, ok. voilà, le centre de formation dissous, ça devrait pas arriver. Il y aura, on n'arrête pas les équipes de jeunes du côté de Nîmes. Non, après, alors, encore une fois, j'ai pas tous les détails et ce que je vais dire, ça Bien prendre sûr. avec des pincettes. Il, D'accord. il- il faudra vraiment suivre l'actualité sur Twitter. Vous aurez tout ce qui vient sur mon compte ou sur d'autres. On va en parler, mais les équipes de jeunes seront conservées. Par contre, il est possible que le centre perde la possibilité, pardon, de faire signer certains contrats stagiaires notamment Oui. aux joueurs. Voilà. Et donc, tu perds la possibilité de t'assurer de signer tes meilleurs jeunes et tu laisses l'opportunité à d'autres clubs de le faire. Mais encore une fois, voilà, à prendre avec des pincettes, mais c'est une situation déjà sportive compliquée et puis extra-sportive encore plus compliquée. Donc, c'est une période un peu difficile. D'accord, ok. On va pouvoir revenir tout doucement vers le sportif et vers surtout la Ligue 1 avec un peu quelques mots peut-être sur l'état de forme de Nîmes et puis les derniers résultats. On a vu avec Pascal Planck qui arrivait en février. On a vu un petit peu cette année que Nîmes, lorsqu'il y a eu des victoires, parce qu'il y en a eu quand même, ces victoires ont souvent été contre des équipes qui sont nettement mieux classées que Nîmes. Je pense notamment à Montpellier, il y a eu également Lille, il y a eu Marseille aussi un petit peu pendant l'hiver, il y a eu Metz très récemment. Est-ce qu'on peut dire que le Nîmes Olympique est un peu un tombeur de gros clubs? Qu'est-ce que tu en penses de cette affaire ou au contraire c'est complètement improbable et limite lié à la chance ces victoires? Je pense pas que ce soit lié à la chance parce que pour ceux qui ont peut-être pu voir le match de Nîmes à Lille, où on gagne 2-1. Nîmes a fait un vrai bon match, a fait un match ce qui n'était pas celui d'une équipe qui joue le maintien. On a vraiment su comment maîtriser cette attaque lilloise, comment maîtriser le ballon quand on l'avait et piquer devant. Quand tu regardes par exemple le match nul qu'on avait fait à Lyon 0-0, c'était surtout une histoire défensive où vraiment on avait une équipe bien en place. Je pense que Nîmes est capable de faire de grandes choses et que peut-être que contre les grosses équipes, les joueurs ont, je sais pas, ce supplément d'âme, un peu plus envie. Malheureusement, il aurait fallu l'avoir contre les petites équipes, entre guillemets, hein, petites équipes, vous m'entendez bien. Mais, Bien sûr. mais c'est clair que Nîmes aime bien jouer contre les gros cette saison. D'ailleurs, depuis qu'on est en Ligue 1 en général, on prend rarement une vraie tôle contre les gros. Donc pourquoi pas, tout espoir est permis. Mais c'est vrai que Nîmes embête les gros en général. Ça nous permet de faire du coup la transition toute trouvée avec justement le jeu du Nîmes Olympique. Comment un peu est-ce que ça joue? Il y a eu quand même pas mal de mouvements sur le banc depuis l'été 2020, justement. On en parlait avec cette transition d'abord de Bernard Blacquart vers Jérôme Arpinon, puis ensuite d'Arpinon vers Pascal Planck.
Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu du jeu nîmois, si tant est qu'il y a un jeu nîmois? Pour faire un petit flashback en arrière, Nîmes Olympique avec Bernard Blacard, c'était une philosophie super offensive, que ce soit en Ligue 2, l'année de la montée où Nîmes a marqué énormément de buts, ou en Ligue 1 la première saison. C'était une équipe qui voulait marquer un but de plus que l'adversaire, pardon. Le but, c'était pas de ne pas en encaisser et de ne pas proposer de spectacle. C'était vraiment porté sur l'avant. Je pense notamment à un match en début de saison, la première saison en Ligue 1, où on reçoit Paris, on perd 4-2 ou 4-3, il me semble. On touche la barre à 2-2. Enfin, au lieu de sécuriser le match nul, on joue l'attaque et c'est ce qui nous coûte des points sur ça. Mais c'était agréable. C'était agréable. Nîmes finit dans le top 10. Première saison, ça se passe très bien. Et ensuite bah, ça a été un peu plus compliqué. Ce genre en Arpinon, ça a été un peu plus compliqué parce que on n'a pas reconnu les valeurs et le jeu prôné par Bernard Blacard à l'époque. C'était une équipe qui osait beaucoup moins, qui était beaucoup plus recroquevillée en défense. Et c'était pas une équipe qui cherchait le jeu et ça se ressentait. Et malheureusement, quand une équipe n'a pas les moyens de marquer, en général, elle finit toujours par encaisser un but. C'est ce qui s'est passé souvent. Et depuis que Planck est arrivé, on va dire qu'il a essayé de baser un jeu qui n'est pas basé du tout sur la possession. Si vous regardez souvent Nîmes, on gagne 2-0 contre Bordeaux avec 25 ou 27% de possession de balle. Parce que tout simplement, c'est une équipe qui presse très bien quand elle le veut, qui défend très bien avec deux lignes de 4 bien en place, avec des milieux, quand c'est par exemple, je pense à Fomba, Koubas ou Ripard, qui font un pressing individuel incroyable, et une équipe qui est capable de contrer très vite, notamment avec Ferrat. Je pense à lui parce que c'est le joueur nîmois qui crève l'écran cette saison. Il y a eu un vrai changement. Malheureusement, il y a aussi, je pense, une question de confiance. On connaît dans le foot, hein, quand on a un problème devant les buts ou un problème derrière sur un match, deux matchs, trois matchs, bah, la confiance, elle n'est plus là et c'est compliqué. On a eu des blessés, on a eu des joueurs pas au niveau. Mais Nîmes, c'est, je dirais en ce moment, une équipe qui n'a pas le ballon et qui n'aime pas jouer avec le ballon. Voilà, c'est une équipe qui presse et qui opère plutôt en contre. D'accord. D'accord, ok. On a Nul224, charmant pseudo, dans le chat qui nous dit que le jeu de Nîmes sous Bernard Blacard ressemblait, toute proportion gardée, à un jeu Madine Jürgen Klopp. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est toute proportion gardée, ouais, mais je suis assez d'accord. C'était un jeu, et vraiment, moi, pour en avoir discuté avec lui, c'est quelqu'un pour qui le football, c'est du spectacle. Voilà, les gens vont venir au stade s'il y a du spectacle. Les gens vont venir au stade si on leur propose quelque chose, si les gens s'amusent. Et pour que les gens s'amusent, il faut que les footballeurs prennent du plaisir. Et c'est ce qui se passait. On avait souvent une ligne de quatre attaquants. Quatre attaquants en Ligue 1 quand tu viens de monter de Ligue 2, je ne suis pas persuadé que beaucoup de clubs aient joué comme ça. C'était une équipe très très forte en transition défensive-offensive. Je suis assez d'accord. C'était toute proportion gardée. C'était un peu ça et c'était assez plaisant à regarder, en tout cas pour les supporters nîmois, mais des retours que j'en avais à l'époque, même d'un point de vue extérieur, c'était plutôt sympa. D'accord, ok. On va pouvoir arriver tout doucement sur l'effectif actuel de Nîmes avec des joueurs, mine de rien, on en parlait justement en préparant tout doucement l'émission, des joueurs comme Briançon, comme Ripard, qui sont là quand même au Nîmes Olympique depuis plusieurs années déjà, au moins 9 ou 8 ans je crois pour Renaud Ripard. Il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont euh, très anciens au Nîmes Olympique. Quels sont un peu les joueurs à scruter, à regarder, qui méritent le coup d'œil à Nîmes? Bah, alors, déjà, vous avez parlé de Briançon. Je ne sais pas si vous le savez, mais Briançon, à la base, est formé à Lyon. Et il a rejoint Nîmes à 17 ans. Pardon, j'ai pas entendu, tu m'as dit Je le quoi? découvre, je le découvre. Ah, c'est un joueur qui a été formé chez vous, à Lyon, qui a rejoint Nîmes à 17 ans. Mais depuis ses 17 ans, il est chez nous, donc c'est le capitaine à l'heure actuelle. Enfin, en ce moment, il est blessé, donc, mais c'est le capitaine ou vice-capitaine. Et puis, à l'emblème du club, c'est Renaud Ripard. Renaud Ripard, c'est quelqu'un qui est né à Nîmes, qui a fait toute sa formation à Nîmes. Depuis le début de sa carrière, je crois qu'il a fait une seule saison loin de Nîmes, c'était en prêt au CA Bastia, si je dis pas de bêtises. Ouais, en Euh, à, 14e.
Voilà, à une époque où Nîmes ne souhaitait pas le conserver. Nîmes ne souhaitait pas le conserver, Renaud Ripard, Ouais. parce qu'il y avait des manques techniques. Enfin, on n'était pas certain que ce soit un joueur qui fasse une carrière derrière. Et puis voilà, regardez maintenant, c'est l'âme du club. C'est un joueur qui joue à tous les postes. Je crois que cette saison, il a joué à 7 ou 8 postes différents. C'est le meilleur buteur du club cette saison, sans jouer attaquant la plupart du temps. Donc Renaud Ripard, évidemment, s'il y a un joueur qui peut faire la différence sur un match aussi important que celui de dimanche, c'est probablement Renaud Ripard. Même si on peut citer, j'en parlais juste avant, Zinedine Ferrat, qui est un peu le leader technique de l'équipe et celui qui fait la différence le plus souvent et qui sera d'ailleurs un joueur, je pense, très très scruté au mercato. D'accord, Ouais. ok. Et justement, avant d'arriver justement sur le match de dimanche, est-ce qu'on est au courant déjà peut-être des éventuels suspendus ou blessés côté Nîmois pour justement ce match face à Lyon dimanche soir? Alors, je pense qu'on a un groupe plutôt au complet, puisqu'il me semble que on a Lamine Fomba qui est important au milieu de terrain, qui sera suspendu, mais contre Rennes le match d'après. Donc contre Lyon, il devrait être là. On n'a pas trop de blessés en ce moment. Après, à voir le groupe que va nous proposer Pascal Planck, puisque contre Metz, certains cadres, on va dire, enfin cadres, certains joueurs importants se sont retrouvés au placard. Je pense à Sofiane Alacouche, arrière droit qui n'a pas été convié au rassemblement alors qu'il n'est pas blessé. Je pense aux attaquants Nolan Roux et Karim Aribi. Donc je pense qu'on peut avoir des surprises avec certains jeunes qui seront dans le groupe. On a vu Doucouré et Chadli qui sont nés en 2000 et 2001 être là contre Metz. On va voir. Je pense que ce sera surtout des choix sur les hommes et sur l'implication plus que sur des blessures. D'accord, ok. D'accord. J'en profite juste avant donc de reprendre sur ce match Nîmes-OL de dimanche soir, donc pour vous rappeler tous, à ceux qui nous écoutent évidemment, que vous pouvez retrouver la rediff de ce live dès demain sur la chaîne YouTube Football. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, sur Instagram, et également rejoindre notre serveur Discord où on parle un peu de tout et de rien, hein, à la fois. On parle d'équipes comme l'OL, comme les grosses équipes d'Europe, mais on parle aussi d'autres sujets. Ça joue à Minecraft, il y a du GeoGuessr, du FIFA, du blind test, bref, il y en a pour absolument tous les goûts. Donc vous pouvez trouver tous les liens juste en dessous de votre écran. Et enfin, vous pouvez également retrouver Flex sur Twitter avec la petite commande point d'exclamation Flex dans le chat. On va pouvoir continuer du coup avec peut-être un petit rappel de l'actualité lyonnaise. Où est-ce qu'on en est avec notre OL? Donc évidemment que vous pouvez retrouver dans les autres contenus évidemment football. Je pense évidemment au live d'après-match. Toi, justement, Fleck, quel a été un peu ton ressenti de loin sur la saison plus générale de l'OL et enfin sur les derniers matchs, on va dire, avec Lille, Monaco, puis Lorient très récemment, où tout s'est un petit peu accéléré, où c'est parti un petit peu dans tous les sens du côté de l'OL. C'est une saison que je trouve un peu particulière de votre côté. Euh, alors peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble avoir pu passer une stat qui disait que vous êtes le quatrième de Ligue 1 à avoir le plus de points depuis X années. Je ne sais pas si Ouais, ça vous dit quelque chose. C'est depuis la ça, oui. création de la Ligue 1. C'est jamais un Voilà. quatrième n'avait eu autant de points. Donc on peut se dire que c'est une bonne saison, mais au final, sans compétition européenne, je pense qu'avec ce groupe-là, Rudy Garcia aurait dû faire bien mieux. Surtout quand on voit un Paris qui est à l'agonie de plus en plus entre toutes les compétitions et un groupe pas forcément top cette saison. Lille aussi a su profiter d'une mauvaise saison parisienne et je trouve de Lyon qui n'a pas profité des coups quand on voit que voilà, vous venez 2-0 contre Lille et que vous finissez par perdre 3-2. Voilà, je pense que c'est une saison un peu tronquée. On va voir. Vous pouvez peut-être bien la finir et finir sur le podium. Mais je pense que s'il n'y a pas de podium, c'est une déception gigantesque. Même la troisième place serait une énorme déception, je pense. Après, je ne suis pas supporter lyonnais, mais on va voir ce que vous en pensez. Alors, Qu'est-ce que tu en penses, Pelt? je trouve que c'est assez vrai, d'autant que
tu parlais de Lille qui a su profiter d'une bonne saison, non, d'une saison mauvaise du Paris Saint-Germain. Les deux clubs qu'on vient de citer sont deux clubs européens. Lyon n'avait même pas de Coupe d'Europe cette année. Donc, Tout à fait. Ouais. avec encore moins de matchs et en se disant que sans Coupe d'Europe, avec les conséquences de l'enchaînement des rencontres avec le Covid, avoir moins de rencontres, avoir moins de matchs allait être favorable. Finalement, on se retrouve quand même quatrième derrière Monaco, Paris et Lille. Monaco qui était à 9 points derrière nous à la trêve. Voilà, il y a quand même une contre-performance qui est là. Mais voilà, comme tu l'as dit aussi, tout n'est pas forcément tout noir. Il y a encore possibilité avec ces deux matchs de voir beaucoup de choses changer. Il suffirait de deux contre-performances de Paris ou ne serait-ce qu'une seule contre-performance de Monaco et Lyon peut remonter sur ce podium et de nouveau être virtuellement en Ligue des Champions. Ça, Et toi, hein, Tekken, t'en penses quoi? alors, pour la saison, je dirais que moi qu'elle est pour le moment moyenne, elle sera juste bien s'il y a une troisième place à l'arrivée, et évidemment décevante si, si l'OL termine quatrième, surtout qu'évidemment tu as juste la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer, tu as quand même un mercato où tu as acheté un joueur comme Paqueta qui est une révélation, je pense, de la Ligue 1 cette année. Il y aura Oui. beaucoup d'arguments il y aura beaucoup de regrets, pardon, si l'OL ne finit pas sur le podium à l'issue de la saison, d'autant plus qu'on a un calendrier qui est, j'estime, plus favorable sur le sprint final que Monaco, qui va jouer justement Rennes et Lens, donc deux équipes quand même qui se battent pour le top 5 et la qualification en Europa League, donc beaucoup d'enjeux et des équipes qui sont, je pense, intrinsèquement meilleures sans doute que Nîmes. Tu seras sans doute d'accord avec moi, Flex, Ouais, oui, sur, on est. sur ce point-là. Donc je pense que Monaco va avoir beaucoup plus chaud aux fesses que l'OL sur les deux derniers matchs de championnat qui restent à jouer. Donc ça, Pour c'était un petit peu revenir, mon pour avis. introduire un peu plus, on va dire, le match en question, cette rencontre entre Nîmes et l'OL, à l'écran, la composition d'équipe de cette formation nîmoise, c'était celle qui a gagné 3-0 le week-end dernier face à Metz. Voilà, on voit des joueurs dont tu as déjà parlé, Koubas, Fomba au milieu de terrain, avec Renaud Ripard derrière l'attaquant. Renaud Ripard, meilleur buteur, hein, tu l'as dit, avec 11 réalisations, et à gauche Zinedine Firat, qui est le maître à jouer, le leader technique, avec 9 passes décisives pour lui. Voilà, c'est une formation qui est extrêmement intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu quelques mots sur un joueur que toi, je sais, tu apprécies tout particulièrement? C'est le latéral à gauche de cette formation nîmoise, Birger Meling, je crois, Birger de Meling, son c'est prénom. bien, c'est ça, Birger c'est ça. Meling. C'est ça. Tout le monde l'appelle Biggie à Nîmes, donc tu peux dire Biggie, ça ira plus vite. Biggie, d'accord. C'est un peu, Euh, voilà, c'était la belle surprise du mercato parce qu'il arrive cet été, je crois, si je dis pas de bêtises. ça a été la belle surprise du mercato. Il est arrivé cet été en provenance de Rosenborg en Norvège. Alors pour tout le monde en France, pardon, c'était pas un joueur très très connu. Mais en Norvège, c'était déjà un bon petit joueur avec une expérience européenne, avec plusieurs titres de champion au pays. Un joueur qui a un peu un parcours atypique, qui a ses débuts en fin de formation à 18, 19, 20 ans, était jugé un peu trop frêle physiquement, qui a fait un petit passage par Middlesbrough en Angleterre, ça s'est pas très bien passé. Et c'est un joueur qui a énormément travaillé, et qui a fait ses preuves et qui a été suivi par d'autres clubs français qui ont eu un peu plus de réticence que Nîmes à tenter un transfert en se disant bon, peut-être que ça va être un peu risqué. Et il a débarqué à Nîmes pour, sans vouloir dire de bêtises, moins d'1 million d'euros. Ça a été très très bien négocié. C'est le titulaire en sélection nationale avec la Norvège. Et c'est pour moi, alors il a été blessé hein, cette saison, il a fait 2 mois de blessure justement à cause d'un match en sélection en Norvège où il avait une petite alerte, il a quand même joué, donc on l'a perdu pendant 2 mois malheureusement. Mais je pense que c'est un des tout meilleurs arrière-gauche du championnat. C'est vraiment un joueur super intéressant. C'est un joueur qui a des qualités athlétiques exceptionnelles. Par exemple, une petite anecdote, mais l'été dernier, il a passé à Paris les tests. Vous voyez ce que c'est les tests à l'effort que tous les joueurs passent Oui. avant de commencer Oui. la saison. Il a le record des tests
en Ligue 1, même devant les meilleurs. Donc vraiment, c'est un joueur qui a du coffre et qui en plus apporte énormément offensivement. Parfois peut-être un peu trop au détriment de la défense, mais bon, c'est sa première saison en Ligue 1, donc même si Nîmes descend, je pense que ça sera pas sa dernière saison en Ligue 1, malheureusement pour nous. D'accord. Ouais, c'est vrai que les tests à l'effort avec Léo Dubois qui sort à la 60e minute de jeu essoufflé, c'est compliqué. Voilà, non, Euh, la transition est toute trouvée avec cette formation lyonnaise. On a remis comme pour Nîmes la composition du dernier match avec voilà cette formation lyonnaise qui évolue en 4-3-3 là aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, la formation nîmoise, c'est un 4-2-3-1 qui est annoncé sur le papier, mais en tout cas il y a deux lignes de 4 défensivement et souvent devant. C'est des joueurs très, très rapides. Côté lyonnais, on va avoir une équipe qui retrouvera plusieurs absents. C'est le cas de son capitaine, son joueur phare, Memphis. C'est le cas de Marcelo, qui, avec Maxence Cacré, étaient tous les trois suspendus. Et il y a également le retour de Melvin Barr. Ça a été annoncé par Rudy Garcia en conférence de presse cet après-midi. Donc Melvin Barr sera bien là pour ce match. Et voilà, c'est un match qui a quand même des enjeux incroyables. On a vu très rapidement le classement tout à l'heure. Voilà, c'est une rencontre pour, on va dire, introduire vraiment l'enjeu. Enfin, si jamais Nîmes ne gagne pas cette rencontre, Nîmes, sauf, voilà, sauf si jamais je crois que Nantes venait à perdre aussi, mais si Nîmes perd cette rencontre et que Nantes vient à gagner, ce serait terminé pour Nîmes en Ligue 1. Donc c'est un match à absolument ne pas perdre finalement pour les Nîmois. Ah, c'est la dernière chance. C'était déjà la dernière chance contre Metz. Euh, on a gagné 3-0, donc on s'est donné un petit espoir. Mais là, malheureusement, on finit le championnat en recevant Lyon et en allant à Rennes. Je pense que c'est pas le calendrier le plus facile. Oui, Je pense même que si on regarde le calendrier de toutes les équipes en Ligue 1, je pense que Nîmes doit avoir le pire sur les deux dernières journées. On est à 2 points de retard sur Nantes, 3 points de retard sur Lorient et Strasbourg. Euh, ça me paraît très très compliqué si on gagne pas. Ça me paraît très Avec très Rennes, compliqué si on... avec Rennes après la réception de l'OL. Donc en admettant même que Nîmes réussisse à vaincre l'OL, il y aurait Rennes ensuite qui est vraiment à couteau tiré avec Lens pour le top 5 qu'il faudrait encore battre pour espérer se maintenir. Donc c'est vraiment un bon parcours du combattant, cette fin C'est de saison. ouais, c'est terrible, surtout quand on voit le calendrier de Nantes qui joue Dijon ouais, et qui finit à Montpellier. Euh, Deux équipes qui jouent plus rien. Après, on sait que Montpellier, par contre, continue de jouer à fond, hein, on l'a vu ce week-end. Donc, on va dire que même en cas de... Si par exemple Nîmes gagne ce week-end contre Lyon et que Nantes gagne quand même, il y aurait toujours 2 points d'écart avant la dernière journée, mais il faudrait quand même aller gagner à Rennes pendant que Nantes perd à Montpellier. Donc c'est compliqué, d'autant plus que si on regarde la différence de but, en réalité, c'est pas 2 points qu'on a sur Nantes, mais 3 points. On est à c'est moins vrai. 26 et Nantes est à moins 11. Donc donc c'est compliqué et ce qui est quasi certain, c'est que s'il y a pas une victoire contre Lyon, je pense que Nîmes sera en Ligue 2. D'accord, oui. Oui, c'est un match qui est imperdable pour les Nîmois ou en tout cas qui voilà, risque fortement d'être enfin qui ne sera imperdable en admettant que normalement Nantes devrait battre le dernier et déjà relégué Dijon. Mais c'est également un match qui est imperdable côté lyonnais, parce qu'on le voit à droite, il y a une course pour le maintien, mais il y a une course également pour la Ligue des Champions. Lyon, on le répétera jamais assez, est quatrième à 1 point de Monaco, à 3 points de la deuxième place de Paris et à 6 points du LOSC. Bon, pour ce qui est du titre de champion et du LOSC, même si mathématiquement ce n'est pas fait, ça semble extrêmement compliqué, puisque ça signifierait qu'il y ait en plus deux défaites de Lille, deux victoires de Lyon, mais en plus que devant, il faudrait que Paris et Monaco perdent pour qu'on puisse passer devant eux. Donc ce sera une victoire qui sera impérative pour les Lyonnais pour rester en vie finalement, Tekken. On peut pas perdre ce match et Dijon non plus. Bah, s'il y a une défaite contre Nîmes dimanche soir, oui, c'est la fin des haricots pour absolument tout le monde, tout le monde côté lyonnais, hein, c'est sûr. Il y a Rudy Garcia en tête qui sera sans doute
le premier déçu, et puis surtout tous les joueurs. Voilà, on pense à Memphis, dont c'est peut-être le jubilé à l'OL, c'est ce sprint final, peut-être Oussem Aouar. Voilà, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui seraient évidemment très déçus de terminer sur une quatrième place à l'issue du sprint final. On a raté une petite question que j'ai trouvée intéressante dans le chat. C'était Olivigno qui nous demandait ce que c'était justement ces fameux tests à l'effort dont Fleck, tu nous as parlé il y a 2-3 minutes. Est-ce que tu peux revenir très rapidement sur ce que c'est ces tests à l'effort, s'il te plaît? Il me semble que c'est surtout la VMA. La Et- VMA, pardon. Oui, dis-moi. J'acquiesçais, je disais que oui, c'était ça. Enfin, les tests à l'effort pour répondre, enfin voilà, c'est une batterie de tests qui sont faits où, en gros, pour chaque joueur qui va passer ces tests-là, c'est des tests à l'effort, donc où on vous soumet à des circonstances pardon, très spéciales. On fait des tests VMA, on fait le fameux test, le test de Mauricio Pochettino que j'ai oublié, le test Bougon où en gros c'est 45 secondes de sprint, 15 secondes de marche, puis ensuite 45 secondes de sprint, et à chaque fois tu augmentes de 5 km/h. Et en fait, c'est des tests qui te permettent de voir si jamais ton joueur a un bon cardio, si jamais il n'a pas de problème à la respiration, pas de problème musculaire. Et c'est des batteries de tests qui sont faits par quasiment tous les clubs, souvent l'été. C'est des tests qui te permettent de voir l'état physique de ton joueur. Et voilà, c'est pour ça que en général, les latéraux sont excellents dans ce genre de test. Enfin, ils doivent être excellents parce qu'on sait les latéraux, ça fait les essuie-glaces, ça va devant, ça va derrière. Et c'est des joueurs qui courent beaucoup au fil des matchs et des saisons. Et, Voilà, voilà. et- et la VMA, pour apporter une petite précision, logiquement, à vérifier, mais il me semble que c'est parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes. Il y a un échauffement et ensuite il faut faire ce test-là sur 6 minutes. Voilà ce que c'est. D'accord. On Parce va que mettre moi, quand je quelques parle petites de... vannes aussi sur notre ami Léo Dubois, hein, dont certains Oui, mettent en doute l'endurance et du coup cette fameuse VMA. Voilà. oui, oui, Léo Dubois qui a eu le problème avec Léo Dubois, c'est qu'il sort beaucoup de fois en milieu de rencontre, enfin en milieu de seconde période, et que très souvent tu le vois qu'il est déjà les mains sur les hanches à la 40e et qu'au final il sort à la 60, 65e exténué. Et quand on sait que l'année prochaine, bon, on a dit qu'on ne parlerait pas de mercato, mais qu'on ne devrait pas avoir Mathieu Chiglio et qu'on aura que Malo Gusto derrière lui, ça peut poser question. Exactement. Est-ce que Tekken, tu avais autre chose? Je voulais dire un truc, je ne sais plus. Voilà, donc je te laisse Alors, la je vais part. enchaîner, comme ça te laissera le temps de retrouver ton idée. On a parlé justement de Birger Melling un petit peu plus tôt, avec du coup une opposition directe avec Léo Dubois sur cette rencontre de dimanche. Est-ce que Fleck, on peut isoler comme ça quelques petits duels et matchs dans le match? Je pense déjà à Birger Melling qui débordera sans doute face à Léo Dubois sur ce côté-là. Est-ce qu'il y a d'autres petits duels comme ça à scruter, peut-être avec Renaud Ripard ou avec Ferrat? Bah, déjà, j'allais y venir. Je pense que plus qu'un duel Dubois-Méling, je pense que Dubois peut passer 60 ou 70 minutes s'il sort comme d'habitude. Très compliqué sur un côté avec Méling et Ferrat. Oui. Je, je pense que ça peut être, pour voir un peu comment les deux jouent, c'est des joueurs increvables. Ça fait les allers-retours entre l'attaque et la défense. Et très souvent, Mailing vient aider Ferrat à deux sur les défenseurs. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué. C'est un premier duel important en effet. Ferrat qui avait vraiment été très en vue sur le match aller. On se rappelle notamment d'une frappe vraiment surpuissante qui avait obligé Anthony Lopez à nous sortir un exploit. Est-ce qu'on a d'autres joueurs? On avait aussi, je crois, Andrés Cubas, hein, qui était un petit peu sur ses premiers matchs de Ligue 1 d'ailleurs à l'époque, puisque l'OL avait joué Nîmes lors de la quatrième journée seulement de Ligue 1, et Andrés Cubas justement avait été un des joueurs qui avait rayonné au milieu de terrain. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce joueur? Comment a-t-il évolué de ce premier match contre l'OL jusqu'à cette fin de saison en Ligue 1? Il a eu une saison un peu en demi-teinte, je vais dire. C'est encourageant. Après, c'est une première saison en Europe. Enfin, deuxième, parce qu'il y a quelques années, il avait joué, il me semble, du côté de Pescara. Je ne suis pas Moi, il a certain joué de en l'info, Italie, mais maintenant dire le en club, je Italie, serais pas je ne sais capable. plus où. Mais c'était sa première vraie saison complète en Europe, en Ligue 1. Il a eu quelques soucis physiques.
Après, ça a été un joueur qui vraiment a fait la différence sur certains matchs. À Montpellier, par exemple, quand Nîmes gagnait 1-0, au milieu de terrain, il a totalement éteint un TJ Savanier. Et éteindre TJ Savanier, c'est pas non plus à la portée Ouais. de n'importe quel milieu de Ligue 1. Donc c'est un joueur qui, quand il est à son top niveau sur un match, fait très mal. Associé à Lamine Fomba, qui a beaucoup été critiqué à Nîmes et qui est pratiquement le milieu de terrain le plus important du club maintenant. C'est clair que c'est un milieu de terrain qui fait très mal dans la récupération. Dans la récupération, dans le pressing, c'est vraiment intéressant. Après, bon, là, c'est en demi-teinte parce que ça manque de régularité, je dirais. Il y a certains matchs qui ont été un peu décevants. On a Andrés Cubas justement qui va avoir fort à faire avec le retour justement d'un joueur très en forme côté lyonnais, qui est, vous le savez tous, Maxence Cacré, hein, évidemment, qui était suspendu et qui va revenir. Voilà, il y a l'OL qui récupère pas mal de joueurs, hein, mine de rien, sur Oui, ce d'autant match-là, hein, que avec... au-delà des quatre qu'on a cités, qu'on a cités, excusez-moi tout à l'heure, Lyon, selon les dires de Rudy Garcia, a encore deux joueurs incertains qui pourraient éventuellement faire leur retour lors de ce prochain match. Ces deux joueurs de charnière centrale, Jamel Ben Lamri, pardon, et Jason Denayer. Jason Denayer d'ailleurs qui est toujours en instance de prolongation de contrat. Voilà, voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'on en sera. Mais voilà, ça va être vachement intéressant de voir comment cette équipe de Nîmes va être capable de rivaliser face à l'OL. Et, euh, et oui, et c'était sur le sujet que tu as évoqué que j'allais embrayer quand j'ai dit que j'avais oublié ce que je voulais dire. Donc c'est parfait. Eh ben, on est synchro. Ah, et par contre, Fleck me transmet qu'il a un petit problème technique, donc on va continuer À sur meubler. un autre sujet en l'attendant tout doucement. Oui, quels sont un peu, pour toi, mon cher Melt, les petites choses un peu comme ça, côté lyonnais, sur ce match-là, que tu attends particulièrement? Est-ce que, par exemple, tu souhaites revoir un Sinali Diomandé titulaire en charnière centrale? Est-ce que peut-être voir un Ryan Cherki, peut-être que c'est un souhait, voilà, de ta part de le voir titulaire une nouvelle fois? Quelles sont un peu tes petites attentes sur ce match en particulier? Les attentes que j'aurai, elles seront de voir, en premier lieu, du rythme pendant le maximum de temps possible. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, Lyon est capable du meilleur comme du pire et le problème c'est que, voilà, Lyon, on dit souvent qu'une équipe a plusieurs visages. Lyon, on voit tous les visages à tous les matchs. C'est-à-dire qu'on voit le meilleur comme le pire, mais pendant 90 minutes. Et donc, j'espère qu'on aura un Olympique Lyonnais qui aura cette possibilité, cette capacité à tout de suite être dans le coup très vite, parce que c'est une formation nîmoise qui, vu sa situation, pourra et devra, et je pense essaiera, c'est même sûr qu'elle essaiera, d'utiliser chaque petite faiblesse de notre part, chaque moment d'égarement. Et si on rentre pas tout de suite dans le match très très vite, eh ben, je ne serais pas surpris que Nîmes vienne nous surprendre. Pour citer un joueur que moi j'aimerais bien voir, on l'a eu en difficulté le dernier match, hein, mais j'espère vraiment qu'on verra le retour de Melvin Barr parce que Maxwell Cornet reste quand même très très limité sur son couloir gauche. Et j'aurais bien envie de voir si possible, mais je pense qu'avec le retour de Memphis, ça va être quasiment possible, voire peut-être Cornet un cran plus haut, parce que je reste persuadé que Maxwell Cornet en attaque peut être un joueur intéressant si jamais il y a un bon système. Et c'est vrai que le retour de Melvin Barr en le mettant côté gauche et le fait de remonter, rehausser Cornet peut être vachement intéressant. Et toi, côté lyonnais, qu'est-ce que tu attends de cette équipe lyonnaise, Tekken? Alors déjà, j'espère et je me réjouis de voir le retour de Maxence Cacré qui était suspendu du coup contre Oui, Lorient le week-end dernier. Donc j'espère qu'on va enfin pouvoir voir une association ou plutôt une présence simultanée sur le terrain, donc de la part des artistes du milieu de terrain lyonnais. Donc je pense évidemment à Bruno Guimaraes qui reste sur un doublé quand même contre Lorient, un peu inédit d'ailleurs. Un Lucas Paqueta qui est vraiment inévitable sur ce semestre, on va dire 2021 côté lyonnais. Un Oussam Aouar qui a aussi mis un très beau but évidemment contre Lorient. Et puis on mixe tout ce petit monde avec un Maxence Cacré qui revient et qui était vraiment étincelant avant de se faire exclure malheureusement logiquement contre Monaco. Monaco. Donc j'espère voilà, voir un peu tout ce petit monde-là sur le terrain.
Après, évidemment, en termes de système, peut-être un milieu à 3 avec un Oussem Aouar Avoir sur un l'aile proprio, gauche, ouais. peut-être. Donc, ça dépendra voilà, de ce que nous concoctera Rudy Garcia. J'espère aussi voir un Islam Slimani en pointe. Islam Slimani, j'ai employé le qualificatif d'inévitable pour notre ami Lucas Paqueta. Je trouve que Slimani aussi est un peu dans tous les bons coups. Récemment, avec un superbe but contre le LOSC. Puis Mmh. ensuite, contre Lorient, il y a eu cette très belle passe décisive, pardon, avec cette petite remise derrière le pied d'appui pour Bruno Guimaraes sur le quatrième but lyonnais. Donc, ouais, il y a beaucoup de petites choses comme ça qui seraient très intéressantes à voir côté lyonnais pour boucler ce sprint final. Et je crois que notre ami Fleck est de retour. Ouais, je vous entends, désolé, j'ai un petit Parfait, bug pas de inexpliqué. Bah, problème. c'est magnifique. Justement, de ton côté, Fleck, quelles sont un peu les petites choses que tu veux voir sur le terrain, que ce soit en termes de compo, côté d'abord peut-être nîmois, mais Ouais. aussi peut-être côté lyonnais, parce que je crois comprendre que tu connais un petit peu les joueurs lyonnais et que tu les regardes quand même plusieurs fois dans la saison. Côté Nîmois, on va voir ce que va nous concocter pardon, Planck. Après, sûrement de la continuité. On a une équipe qui a récupéré un tout petit peu de confiance tout en restant très lucide sur ce qui reste à accomplir pour se maintenir. Mais l'équipe qui a gagné à Metz, euh, je pense, pourrait être conduite. Alors, à la seule différence que je ne suis pas un grand fan de Gaëtan Paquiez, l'arrière droit, et que j'aimerais peut-être voir à la couche ou Burner. Après, à voir si à la couche est de retour dans le groupe, s'il n'y a pas un souci d'implication avec lui parce qu'il a été écarté du groupe comme quelques autres cadres pour le déplacement à Metz. Sinon, une équipe dans la continuité. Et puis du côté lyonnais, je pense que comme toute personne qui aime le football, si je prends du recul avec mon statut de supporter anonyme, j'aimerais voir un Maxence Cacré. Je pense que vous en avez parlé juste avant. Exactement. Euh, voilà, j'aimerais voir un Maxence Cacré. Euh, Après, si je me place d'un point de vue supporter anonyme, j'aimerais que Maxence Cacré soit sur le banc. Mais soyons réalistes. Euh, mais ouais, Maxence Cacré, Cherki, voilà, des joueurs qu'on n'a peut-être Les joueurs pas qui aiment le assez ballon, vus. quoi. Voilà, des joueurs qui aiment le foot et qui nous font aimer le foot et qu'on n'a peut-être pas assez vu cette saison. Enfin, de ce que je lis, je pense que les supporters lyonnais sont les premiers à le dire. Donc, particulièrement eux. Après, pareil, je pense qu'on est sur une fin de carrière lyonnaise pour Depay. Donc, ce sera toujours intéressant de le voir encore une dernière fois, une avant-dernière fois. Voilà, après, même si tous ces gens-là sont sur la pelouse, voilà, j'espère qu'ils lèveront un peu le pied, ça pourrait nous arranger, hein, ce serait toujours sympa. Oui, bien sûr. Hein, Bien sûr. Pourquoi pas? ça. Côté Nîmois, j'ai cette petite question. C'est vrai que tu as commencé tout doucement à introduire qu'avec la crise actuelle, les droits TV, le Covid, etc., il y aura probablement des ventes dans l'effectif Ouais. nîmois. Les joueurs qui sont susceptibles de partir, ce sera probablement Melling, peut-être Ferrat. Voilà, quels vont être les éléments qui risquent de partir l'année prochaine côté Nîmois? Sofiane à la couche, l'arrière droit, qui, si vous regardez un peu le marché des arrière droits en France, en Ligue 1, il n'y a pas non plus des tonnes de noms intéressants. À la couche, je ne sors pas d'une grande saison, mais c'est encore un joueur jeune. Je pense qu'il va être scruté, donc ça sera sûrement l'un des départs. Ferrat qui de manière quasi certaine va partir parce que ça va être le joueur le plus bankable, on va dire. Euh, D'accord. je pense probablement à Fomba et Kubas au milieu, même si Rania Saf dit vouloir les conserver. J'ai du mal à imaginer les voir rester en Ligue 2, par exemple. D'accord. Birger Melling aussi, à mon grand désarroi. Et peut-être, on peut citer Anthony Briançon aussi, qui a fait pas mal d'années à Nîmes, qui était déjà un peu sur le départ l'an dernier, qui est resté. Je pense que s'il y a une descente, ce sera l'un des joueurs à aller voir ailleurs aussi. D'accord, d'accord. Pouvoir continuer tranquillement et même peut-être même commencer tout doucement à conclure cette émission.
Je vais vous demander, messieurs, tour à tour, on va d'abord commencer peut-être par Melt. Quels sont vos petits pronostics un peu en termes de score? Quelles sont les chances de chacun sur ce match? Melt, je te donne la parole pour commencer. C'est dur à pronostiquer parce que c'est deux formations qui vont tout donner parce qu'elles ont obligation de gagner. Donc déjà, je pense qu'on donnera un match avec des buts et que ça va être une rencontre très ouverte, d'autant que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément trop parlé, mais défensivement, une équipe comme l'autre, les deux formations sont pas les plus solides derrière. Donc ce sera intéressant de voir. Je pense vraiment que le premier qui marquera prendra un sacré avantage, ne serait-ce que psychologique, dans la rencontre. Et voilà, je pense de manière la plus neutre possible. Je vois quand même une victoire de Lyon, même si j'essaie d'enlever le maximum de mon côté supporter. Et voilà, peut-être un score de 3-1 ou un score de 4-1, je sais pas. Faut voir. C'est un match qui peut basculer, je pense, très facilement d'un côté comme de l'autre. D'accord. Et pour toi, Fleck, ton petit sentiment un peu sur ce match? Je suis d'accord sur le fait que c'est très compliqué à pronostiquer. Il y a, il y a une équipe qui va jouer sa survie en Ligue 1, l'autre qui joue sa place en Ligue des Champions. Euh, donc on va avoir un match avec un enjeu particulièrement important des deux côtés. Moi, la petite pensée que j'ai, c'est un match où il peut y avoir des cartons rouges parce que je pense que les deux équipes vont être sous tension et que ça peut être une rencontre assez tendue, surtout vu les enjeux. Après, sur le score, évidemment, bien sûr que Lyon est favori. Bien sûr que Lyon doit gagner et bien sûr que si Lyon ne gagne pas, je pense qu'on peut parler une petite faute professionnelle. Mais, mais on en a parlé au début, Nîmes contre les gros. Voilà, pourquoi pas. On a gagné à Lille et personne ne l'attendait. On a gagné à Montpellier, on a gagné à Marseille. On a fait nul à Lyon le match aller. Donc voilà, c'est le match de leur saison. S'il n'y a pas de victoire, ça sera probablement la Ligue 2. Donc c'est compliqué. Mon cœur me dit que Nîmes peut le faire. La raison dit que ça va être compliqué. J'ai du mal à te donner un pronostic assez objectif parce que je pense que c'est totalement impronosticable cette histoire. Bon, pour parler D'accord. juste, avant de te laisser la parole, Tekken, et de demander ton avis, c'est vrai que niveau carton rouge, ça va être intéressant de voir comment ça tournera, puisqu'on aura Stéphanie Frappard à la VAR, qui Oh s'occupera là de là. de la VAR, tandis que l'arbitre principal sera Rudy Buquet, si je ne dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans le chat si ce n'est pas le cas. Voilà. Ouais, je crois Il me bien que semble que c'est Rudy Buquet, ouais. c'est Euh, Rudy Buquet qui a arbitré le match de Monaco hier, non? oui, exactement. Eh ben c'est lui. Oui, tu as raison alors, c'est lui. Il est partout, Rudy Buquet. C'est l'un des arbitres les plus réputés avec Clément Turpin, je pense, hein, et Stéphanie Frappard, du coup, parce que, bon, on parlera pas de discrimination positive, mais peut-être. Et Bref, alors, c'est pardon pour revenir juste sur ce que tu disais, sur la première équipe qui marquera, il faut savoir que Nîmes n'a jamais gagné après avoir encaissé un premier but cette saison. Ouh. Ah Donc, ouais, oui, une là, statistique qui fait le, mal. le premier but qui sera décisif, là, c'est vraiment. On est voilà, en plein dedans. c'est-à-dire Et que du coup, si toi, Lyon marque et perd, ce serait historique cette saison. Voilà. d'accord. Et Eh toi, ben, du coup, comment rajouter un peu de pression sur cette OL? Pour ce qui est de mon avis sur ce match, je suis un petit peu embêté parce que d'un côté, évidemment, j'ai un peu de sympathie pour l'équipe de Nîmes vis-à-vis de Fleck, mais bon, faut pas faire de sentiments, l'OL doit absolument gagner. En plus, il y a beaucoup de joueurs clés, hein, on pense à Memphis, on pense à Cacré, qui reviennent dans le groupe. Il y a également Marcelo qui était suspendu et on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est quelqu'un qui est vraiment un rock cette saison, un des leaders de cette équipe, donc c'est aussi un retour non négligeable. Donc pour toutes ces raisons, je pense quand même que l'OL va s'imposer par 2 buts d'écart et je pense qu'il y aura d'ailleurs pas mal de buts dans ce match. ok, Donc ok. voilà pour Eh pour tout cet ben, aspect pronostic. Et je crois qu'on est. sauf petite objection à pouvoir conclure. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Moi, pour ma part, je dirais juste que le match sera dimanche à 21 h en direct sur Canal+. Et selon, encore une fois, il faudra vérifier, il semblerait que ce soit sur la chaîne de Canal Multisport 1
pour voir le match en match seul. Pour ce qui est, je crois, du multiplex, ce sera sur Canal+. De toute façon, la Ligue 1 est sur Canal+. Et d'ailleurs, au cas où, il me semble que Marseille-Angers sera un match diffusé sur C8, donc en clair, voilà. Gratuitement, ouais, c'est ça. Non, c'est Ouais, ça. gratuitement. Très intéressant. Voilà. Et je voulais dire autre chose. Bah, du coup, que oui, tous les matchs seront en même temps, c'est un multiplex, comme la dernière journée qui se déroulera donc dans une semaine après, le 23. Et donc, ce sera un grand, grand, grand moment, puisqu'il y aura des enjeux à beaucoup d'étages, que ce soit pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa ou le maintien, et que ce multiplex va être vachement intéressant à suivre. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, Taken ou même Fleck ou voilà? Alors, je vais laisser l'avant-dernier mot de la fin pour Fleck, que je remercie déjà évidemment d'être venu, d'avoir accepté notre invitation pour discuter un peu de ce Nîmes-OL de dimanche euh, dès ce soir. Est-ce que tu as un dernier mot, Fleck, ou un avant-dernier mot peut-être? Eh ben alors, déjà, aucun rapport. On parlait multiplex. Oui. Ça concerne ni Nîmes ni Lyon, mais je vous conseille aussi pour ceux qui ont le temps de regarder le multiplex Ligue 2 samedi soir. Oui, bien Dernière sûr. journée, et avec des matchs en jeu absolument de partout. Je crois qu'il y a un ou deux matchs où les équipes ne jouent plus rien. Sinon, de partout, ça va être incroyable pour la montée directe, pour les barrages, pour la descente. Donc voilà, ça va être très intéressant pour ceux qui veulent regarder. Et puis ensuite, ben, écoutez, c'était un plaisir d'être là encore une fois avec vous. Euh, J'espère peut-être pouvoir revenir pour parler d'un million la saison prochaine, ce qui voudrait dire que vous avez perdu dimanche. Euh, voilà. Sinon, au plaisir, hein, la Ligue 1, c'était sympa. Bah, on RIP, se verra peut-être en RIP coupe. Fleck évidemment. On se verra peut-être en Euh, coupe. Oui, peut-être en coupe, pourquoi pas. Écoute, tout est possible. Voilà, on se quitte comme Voilà. ça sur une petite note joyeuse. Je vous rappelle évidemment les autres rendez-vous que vous pouvez retrouver sur cette même chaîne Twitch, donc le live débriefing d'après-match du coup Nîmes-OL de dimanche soir, donc à 23h, où on pourra justement revenir sur tout ce Nîmes-OL et un peu tout ce qu'on aura appris ce soir, donc via l'intervention de Fleck avec nous. Je vous invite également à suivre tous les réseaux sociaux donc de Football avec d'abord le Twitch, hein, évidemment, si vous n'avez pas encore suivi la chaîne, c'est le moment de le faire. Vous pouvez également nous retrouver sur Discord, sur Twitter, sur YouTube et même maintenant sur Instagram. Vous avez tous les liens en bas de votre écran. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci à Fleck d'être venu. Merci à Melt, évidemment, d'avoir été avec moi pour cette émission. À dimanche soir. Et évidemment, bon match à tous. Au revoir.